Bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois on va commencer à parler du chapitre sur le dénombrement, tout ce qui est en liaison avec la combinatoire et les lois de probabilité discrètes. Alors personnellement c'est un des chapitres que je préfère de terminale et c'est un chapitre très proche des probabilités et souvent on utilise les deux chapitres ensemble. Alors on va commencer avec une première partie où on va rappeler un peu les principes de base du dénombrement dans des ensembles finis. Alors dans tout ce qui suit, nous noterons n factoriel, ou je sais plus comment, oui alors on appelle ça en fait factoriel n, le produit 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n. Alors, la convention, c'est que factoriel de 0, c'est égal à 1. Alors, on pourrait faire quelques exercices sur les factoriels, par exemple montrer que factoriel 6 fois factoriel 7 c'est égal à factoriel 10. Alors par exemple si on veut simplifier factoriel n plus 1 divisé par factoriel n, bah, ça fait 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n plus 1 divisé par 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n. Donc à la fin en fait tout se simplifie sauf le n plus 1. Et on pourrait démontrer quelques trucs assez amusants mais pas forcément si utiles que ça. Alors maintenant revenons sur le dénombrement, donc principe de base. On rappelle que le cardinal d'un ensemble fini E, noté cardinal de E, représente son nombre d'éléments. Par exemple, si E est l'ensemble des entiers entre 0 et 10 inclus, on a cardinal de E est égal à 11. Donc ici, pas se tromper, parce qu'on a 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait en tout 11 éléments. Alors maintenant, principe de la somme. Donc si des ensembles A1, A2 jusqu'à AP constituent une partition d'un ensemble fini E, alors cardinal de A1 plus cardinal de A2 plus blablabla plus cardinal de AP, c'est égal à cardinal de AE. Cardinal de E. Alors ici, pour ça, il faut se rappeler de quelle est la définition d'une partition. Donc ça, on en avait parlé dans un autre chapitre. C'est comme si grand E c'était notre gâteau et les A1, A2 jusqu'à AP c'était nos P parts. Et c'est comme si on découpait notre gâteau en P parts. Donc ça veut dire que les parts, elles n'ont pas le droit d'être vides d'une part. En plus, elles doivent être 2 à 2 disjointes, c'est-à-dire A1 inter A2 doit être l'ensemble vide, ou AI inter AJ, si I est différent de J, doit être toujours l'ensemble vide. Et enfin, la réunion de tous les AI, pour I appartenant à 1 P, doit être égale à E. C'est-à-dire, la réunion de toutes les parts de mon gâteau, ça doit bien être mon gâteau de départ, mon ensemble E. Et donc dans ce cas, le nombre d'éléments dans ma première part de gâteau, plus le nombre d'éléments dans ma deuxième part de gâteau, plus le nombre d'éléments dans ma pème part de gâteau, vu que la réunion de toutes les parts c'est E et que les parts sont toutes disjointes, et ben ce nombre-là, c'est égal au nombre d'éléments dans mon gâteau tout entier. Alors petit exemple, combien y a-t-il de carrés dont les côtés sont matérialisés sur la figure ci-contre? Alors c'est pas évident, parce qu'il y a tous les petits carrés, mais aussi tous les carrés de longueur 2, enfin tous les carrés de côté 3, tous les carrés de côté 4, et ça il y en a plusieurs. Alors comment est-ce qu'on raisonne? Soit E l'ensemble de tous les carrés. Notons A1, A2, A3 et A4, l'ensemble de ces carrés ayant pour côté respectif 1, 2, 3 et 4 carreaux. Les sous-ensembles A1, A2, A3 et A4 constituent une partition de E, puisqu'ils n'ont aucun élément en commun et que leur réunion c'est E. Alors, en effet, tous les carrés qui sont présentés ici, eh ben, ils ont comme côté soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Ils peuvent pas avoir moins, ils peuvent pas avoir plus. Donc ils sont tous là-dedans. Ils sont tous dans la réunion de ces ensembles. De plus, les carrés de côté 1 et les carrés de côté 3 par exemple, eh ben, ce ne sont pas les mêmes. Et pareil pour 2, 3, 2, 4, donc 2 à 2, ces ensembles ne partagent pas d'éléments. Donc A1, A2, A3, A4 fait bien une partition de E. Parce qu'en plus, ils sont non vides.
Alors d'après le principe de la somme, le nombre de carrés présents sur ce schéma, c'est-à-dire cardinal de E, c'est cardinal de A1 plus cardinal de A2 plus cardinal de A3 plus cardinal de A4. Et en fait, des carrés de côté 1, il y en a 16. Des carrés de côté 3, il y en a 9. De côté 2, il y en a 4. Et de côté 1, et de côté 4, il y en a... Non, de côté 3, il y en a 4. Et de côté 4, il y en a 1. Voilà. Et donc en final, ça fait 30. Il y a donc au total 30 carrés dont les côtés sont matérialisés sur la figure ci-dessus. Donc ça, c'était un exemple où on faisait une partition de notre ensemble de tous les carrés, où on partitionnait en fonction de la longueur des côtés, par exemple. Petite conséquence. Soit A et B deux parties d'un ensemble fini E. On a les relations suivantes. Alors ça va être super important. Donc, lien entre le cardinal de l'union et le cardinal de l'intersection. Cardinal de A union B, c'est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Ça, c'est vraiment très important. Cas particulier, dans le cas où A et B sont disjoints, c'est-à-dire tel que A inter B égale l'ensemble vide, alors cardinal de A union B, ça fait cardinal de A plus cardinal de B moins 0. Donc ça fait cardinal de A plus cardinal de B. Maintenant, autre propriété très intéressante, c'est le lien entre le cardinal d'une partie et celui de son complémentaire dans E. Alors, le complémentaire de A dans E, c'est l'ensemble des x appartenant à E tel que x n'appartient pas à A. Et ça définit l'ensemble qu'on appelle le complémentaire de A dans E, qu'on note souvent à barre. Parce que souvent, E, on sait de base de quel on parle, et donc on le note à barre. Et donc, cardinal de A bar, à cause de la relation précédente, c'est cardinal de E moins cardinal de A. Pourquoi? Parce que A et A bar, les deux sont disjoints, et donc, leur réunion, ça fait E. Donc cardinal de A plus cardinal de A bar, ça fait cardinal de E. En fait, on a même A et A bar qui forment une partition de E. On va quand même faire la démonstration, un peu plus proprement. Donc, d'abord, démontrons les points 2 et 3, et ensuite on fera le premier. A et B étant disjoints, ils constituent une partition de l'ensemble A union B. Vu que A et B sont disjoints, d'une part ils sont disjoints, il faudrait aussi montrer qu'ils ne sont pas vides, mais si c'était vide, ça serait pas intéressant. Et enfin, s'ils étaient vides, ça serait pas intéressant. Et en plus, on est d'accord que tout élément de A union B appartient au moins à A ou à B. Alors d'après le principe de la somme, cardinal de A union B, parce que A et B sont disjoints, c'est cardinal de A plus cardinal de B. Donc 3. Les ensembles A et A bar constituent une partition de l'ensemble E. Donc là encore, on a cardinal de A plus cardinal de A bar égale cardinal de E. C'est ce que je disais précédemment. Et donc cardinal de A bar, c'est cardinal de E moins cardinal de A. Alors maintenant, on va montrer la première propriété, c'est-à-dire cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection. Notons B exclut A l'ensemble des éléments de B qui ne sont pas dans A, et A exclut B l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas dans B. Remarquons que B exclut A, c'est la même chose que B exclut A inter B. Parce qu'en effet, pour être dans B exclut A, il faut quand même être dans B. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans A et qu'on est dans B. Donc ici, on est dans B et on n'est pas dans A. Et on n'est pas dans l'intersection de A et B. Ça c'est pas grave parce qu'on est dans B. Alors. Donc B exclut A est le complémentaire de A inter B dans B. Ça, oui, en effet, ce serait une des définitions du complémentaire de A inter B dans B. C'est que complémentaire de A inter B dans B, c'est-à-dire c'est B exclut A inter B. Et ça, donc, c'est B exclut A. Donc, d'après le 3, cardinal de B exclut A, c'est égal à cardinal de B moins cardinal de A inter B. En effet, on a dit que B exclut A,
c'est le complémentaire de A inter B dans B. Donc ça veut dire que cardinal de B exclu A plus cardinal de A inter B est égal à cardinal de B. Ça, c'est d'après la formule ici. Et donc, et de même, cardinal de A exclu B, c'est cardinal de A moins cardinal de A inter B. Enfin, on peut remarquer que B exclu A exclu B et A inter B constituent une partition de A union B. Et on a alors cardinal de A union B, c'est cardinal de B, moins cardinal de A inter B, plus cardinal de A, moins cardinal de A inter B. Parce que là, en fait, j'additionne cette ligne-là et cette ligne-là. À gauche, j'obtiens 3, enfin, cardinal de ça. Non, je raconte des bêtises. J'additionne juste ces deux lignes-là, voilà. Et je rajoute cardinal, j'additionne ces deux lignes-là et je rajoute le cardinal de A inter B à gauche et à droite. Donc à gauche, j'obtiens ça plus cardinal de A inter B. Ça plus cardinal de A inter B, ça fait bien cardinal de A union B. Et à droite, j'obtiens cardinal de B plus cardinal de A, moins 2 cardinal de A inter B, plus cardinal de A inter B, parce qu'il me restait un cardinal de A inter B. Et donc j'en conclus que cardinal de A union B, c'est bien cardinal de B, plus cardinal de A, moins cardinal de A inter B. Alors, petit exercice. Dans un camp de vacances, on a 80 personnes. 55 personnes pratiquent la natation, 33 le tennis, et 16 ne pratiquent aucun de ces deux sports. La question, c'est combien de personnes pratiquent à la fois le tennis et la natation. Donc, notons, alors là on va poser ça en termes ensemble. Donc notons l'ensemble des vacanciers de ce camp. Grand T, l'ensemble des personnes pratiquant le tennis, et grand N, l'ensemble des personnes pratiquant la natation. D'après les données, cardinal de E c'est 80, cardinal de N c'est 33, et cardinal de T c'est 55. Et en plus, on sait quoi? On sait que 16 ne pratiquent aucun de ces deux sports. Donc ça veut dire que le complémentaire de T union N dans E, c'est-à-dire E exclut T union N, est égal à 16. Son cardinal c'est égal à 16. Donc cardinal de E exclut T union N, c'est égal à 16. Nous, on cherche quoi? Alors, on cherche les personnes qui font à la fois du tennis et de la natation. Donc on cherche cardinal de T inter N. Alors, on recherche cardinal de T inter N. Or, cardinal de E exclut T union N, c'est cardinal de E, moins cardinal de T union N, parce que T union N est inclus dans E. Donc vu que T union N est carrément inclus dans E, et ben ça veut dire qu'à chaque fois que je retire un élément de T union N, je retire un élément de E. Donc ça fait cardinal de E moins cardinal de T union N, ce qui fait cardinal de E moins... Alors là, on va utiliser la propriété du cardinal sur la réunion. Donc ça, c'est vraiment celle à retenir. Donc c'est toujours cardinal de E moins cardinal de T moins cardinal de N plus cardinal de T inter N. Donc là, on a utilisé la propriété 1, qui était que cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. On l'a utilisé avec moins cardinal de T union N. Et donc ça, c'est cardinal de E, 80, moins cardinal de T, 55, moins cardinal de N, moins 33, plus cardinal de T inter N. Et donc ça, c'est égal à 16. Et donc maintenant, on passe tous les autres termes de l'autre côté. On a cardinal de T inter N, qui fait 16 moins cardinal de E, plus cardinal de T, plus cardinal de N. C'est-à-dire 16 moins 80, plus 33, plus 55, ce qui fait 24. Donc en conclusion, 24 personnes pratiquent à la fois le tennis et la natation. Et donc on voit comment on est parti de données où on ne savait pas ce nombre-là, et on a réussi à trouver ce nombre-là avec un raisonnement ensembliste. Voilà. Alors maintenant, là, on parlait du principe un peu de la somme, et là, on va parler d'un principe du produit. Donc, si une situation comporte P étapes offrant respectivement N1 jusqu'à N2 jusqu'à NP possibilités, alors le nombre total d'issues, c'est
N1 fois N2 fois blablabla fois NP. Alors c'est la règle qu'on utilise lorsqu'on fait un arbre simple. Alors juste un exemple comme ça. L'idée c'est, imaginons, je lance un premier dé. Donc je peux avoir des nombres entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite je lance un deuxième dé. Encore des nombres entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quel est le nombre d'issues possibles à mon expérience? Ben c'est 6 fois 6. Parce que la première fois que j'ai lancé un dé, j'avais 6 issues. Et la deuxième fois, j'avais encore 6 issues. Et donc j'obtiens 6 fois 6 issues. Et en réalité, on verra que le nombre de couples qui est composé d'éléments de l'ensemble 1, 6, et ben comporte cet ensemble-là a 36 éléments. Donc exemple. Un code comporte deux lettres distinctes suivies d'un chiffre non nul. Combien peut-on former de codes distincts? Donc là, on peut raisonner les trois étapes. Qu'est-ce qu'on fait comme étape? D'abord, on choisit la première lettre. Ensuite, on choisit la deuxième. Puis, parce que les deux premières, c'était des lettres distinctes. Et ensuite, c'était un chiffre non nul. Et ensuite, on choisit un chiffre non nul. Donc la première lettre, bon, on ne compte pas les accents. Donc on va dire qu'on a 26 choix possibles. La deuxième lettre, on avait dit que les deux lettres doivent être distinctes. Donc là, pour choisir la deuxième lettre, eh bien, elle doit être forcément différente de la première. Donc ça fait 25 possibilités. Et ensuite, pour le dernier caractère c'était un chiffre non nul. Et il y a 9 possibilités pour ça. Donc le nombre de codes possibles, c'est 26 fois 25 fois 9, ce qui fait 5850 codes distincts possibles. Alors, autre exemple. Ici, sur ce schéma, quel est le nombre d'itinéraires distincts qui mènent de A à C? Donc ici, qu'est-ce qu'il y a comme itinéraire? Donc pour aller de A à C, ben d'abord il faut aller de A à B, forcément. Donc ici, j'ai 4 itinéraires possibles. Et ensuite, il faut aller de B à C. Donc j'ai 3 itinéraires possibles. Et bien sûr, hein, les itinéraires n'empruntent que des chemins distincts. Alors voilà, pour aller simple, j'ai 4 fois 3 possibilités, donc j'ai 12 possibilités. Et maintenant, si je considère le nombre d'itinéraires aller-retour, qui vont de A à C et qui ensuite reviennent à A, mais qui n'empruntent que des chemins distincts, et ben au début j'ai 4 possibilités, puis j'en ai 3, puis sur le chemin du retour, vu que là j'en ai déjà pris une, ben j'en ai plus que 2, et là aussi, vu que j'en ai déjà pris une, j'en ai plus que 3 maintenant, donc ça fait 4 fois 3 fois 2 fois 3, donc ça fait 72 possibilités pour l'aller-retour si je veux prendre des chemins distincts. Alors du principe multiplicatif découle le cardinal du produit cartésien. Alors petit rappel, donc le produit cartésien de P ensemble E1, E2 jusqu'à EP, on note ça E1 croix E2 croix blablabla croix EP, ça désigne un ensemble et ça représente l'ensemble des PU-plets. Alors ça c'est un terme très important, c'est l'ensemble des PU-plets qu'on note ouvrir parenthèse E1, virgule E2, virgule blablabla, virgule EP, fermez parenthèse, où E1 appartient à E1, E2 appartient à E2, jusqu'à EP appartient à EP. Donc E1 croix E2 croix blablabla croix EP, ça représente l'ensemble des PU-plets, où un PU-plet c'est un élément tel que son premier terme c'est un élément de E1, son deuxième terme c'est un élément de E2, et le pème terme c'est un élément de EP pour un PU-plet de E1 croix E2 croix blablabla croix EP. Alors petite remarque, si E1, E2 jusqu'à EP sont P ensemble de cardinal fini, alors cardinal de E1 fois E2 fois blablabla fois EP, c'est cardinal de E1 fois cardinal de E2 fois blablabla fois cardinal de EP. Alors ça c'est vraiment l'équivalent du principe précédent, et ça c'est intuitif. C'est ici, là j'ai mon PU-plet. Mon premier terme, j'ai combien de choix possibles? Eh ben, j'ai autant de choix possibles pour E1 qu'il y a d'éléments dans E1. Donc ça va être cardinal de E1. Combien de choix possibles j'ai pour petit E2? Eh ben, ça va être autant de choix possibles que j'ai d'éléments dans mon ensemble grand E2. Et donc c'est cardinal de E2. Et pareil jusqu'à EP. Donc à la fin, le nombre de PU-play que je peux fabriquer, eh ben, c'est le nombre de possibilités pour
pour choisir E1, fois le nombre de possibilités pour choisir E2, fois blablabla, fois le nombre de possibilités pour choisir EP, ce qui fait cardinal de E1 fois cardinal de E2, fois blablabla, fois cardinal de EP. Donc ici, petite remarque assez importante, c'est que ici, on n'a pas le droit de changer l'ordre des éléments. C'est-à-dire E1, E2, virgule, blablabla, EP, c'est pas la même chose que E2, virgule 1, virgule, blablabla, virgule, EP. C'est-à-dire, j'ai pas le droit d'interchanger l'ordre des éléments. Parce que sinon, déjà, il faudrait interchanger les ensembles ici. Et en plus, même si c'était le même ensemble ici, j'ai quand même pas le droit d'interchanger. Un PUPlay, on ne peut pas changer l'ordre des éléments. C'est pas comme un ensemble où pour un ensemble, l'ensemble des éléments E1 jusqu'à EP, et ben j'ai le droit de changer l'ordre. En fait, on parle quand même du même ensemble. Tandis qu'un PUPlay, c'est ordonné. Alors, les principes qu'on vient d'exposer là sont au final, quand on y réfléchit un peu, intuitifs. Donc on va pas toujours préciser par la suite quand est-ce qu'on les utilise. On va souvent les utiliser sans trop préciser le fait qu'on les utilise, parce qu'on va faire des choses plus compliquées et on peut pas à chaque fois revenir à ces définitions-là. Alors ça, c'était pour la petite introduction. Ensuite, on va parler de dénombrement et de plist, mais ça c'est pour la vidéo suivante. Alors, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net pour regarder l'ensemble du cours de terminale. Et n'hésitez pas à partager les vidéos si vous les aimez bien. Moi, ça fait plus de vues sur YouTube et ça m'aide. A bientôt.